moi j'ai une question. Le renouvellement qu'on peut faire, si tout se passe bien, on peut le refaire chaque année? Ouais. Ou il y a un moment où, une fréquence, on est obligé de vous les renvoyer? Ouais. En fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que soit on a des patients qui mettent la machine entre 6 et 8 heures par jour, qui n'ont plus d'apnée. Ceux-là, en fait, ça va jamais bouger. Ils auront une observance et un nombre d'apnée qui va rester stable. Nous, c'est des gens qu'on voit depuis 10 ans. Il se passe rien. On parle de ce qui se passe à Villefranche. Enfin, on fait plus vraiment de la consulte du sommeil. C'est du small talk, c'est très agréable, hein, mais c'est vrai que on fait plus beaucoup de sommeil parce que les choses sont réglées. Et pour ces patients-là, l'ordonnance peut être refaite tous les ans. Il n'y a jamais de demande d'entente préalable à faire et ça peut être vous ou nous. Donc il n'y a pas de conditions restrictives là-dessus. Après, si les patients se plaignent parce que il y a des choses qui vont pas, notre rôle est principal, c'est le prestataire. Et il y a le numéro qui est inscrit sur toutes les machines. Donc très souvent, il y a beaucoup de patients qui n'osent pas parce qu'ils ne veulent pas déranger. Ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça, ils ont des mensualités pour ça. Donc, faut pas hésiter à les déranger. Moi, je leur dis, en fait, votre masque ne va pas, vous avez une fuite là, machin. Vous décrochez le téléphone. J'ai pas toujours les masques en consultation pour leur faire tout essayer. Vous prenez le téléphone et en fait, le prestataire, il passe, il essaye un truc, il change la bulle. Enfin, ils savent très bien faire ça. C'est des techniciens qui font ça toute la journée. Du coup, ils sont d'une très grande aide et ils arrivent à résoudre, je dirais, 95% des problèmes, franchement. La différence entre la polysomnographie et la polygraphie. Ouais. Alors du coup, il y a un enregistrement électroencéphalographique, donc il y a un EEG qui permet de détecter les parties de veille et de sommeil, et c'est plus précis. C'est un examen qu'on fait en fait souvent en seconde intention quand on a fait une polygraphie. On n'est pas sûr du résultat, on se dit c'est bizarre, super gêné. Donc on pousse à faire une polysomnographie pour avoir des éléments plus précis et rattraper éventuellement des apnées qui n'auraient pas été détectées par la machine qui permet de dégrossir et de faire le diagnostic, je dirais, chez 80% de malades. Oh bon. Tu as parlé souvent de facteurs génétiques. Oui, les Polynésiens sont très sujets à l'apnée, les Réunionnais sont très sujets à l'apnée. Il y a des populations qui ont probablement un relâchement au niveau des voies aériennes c'est le relâchement musculaire global, mais qui se manifeste au niveau des voies aériennes nocturnes, qui est plus marqué que d'autres, ou des conformations au niveau du larynx, quand quelqu'un qui est rétrognate, par exemple, qui a la mâchoire située un peu en arrière, va avoir un massif facial beaucoup plus reculé et faire plus d'apnée que les autres. D'ailleurs, quand on a des patients comme ça qui sont jeunes, on peut être amené à leur proposer quelque chose d'un peu différent comme type de stratégie. Il y a des chirurgies bimaxillaires, c'est des chirurgies un peu lourdes, mais où ça peut avoir à la fois un effet esthétique, parce qu'on avance en fait la mâchoire, vient réaligner les choses, et en même temps ça avance le massif, et donc du coup on va traiter les apnées par ce biais-là. C'est assez rare. Moi, j'en ai jamais envoyé sur les 5 dernières années. Mais si on a des gens un peu plus jeunes, ça peut être une solution. On dit que ça marche en général 7 à 8 ans. Et après, ça a tendance à récidiver quand même malgré tout. Il n'y avait pas justement des espèces de gouttières qui avançaient la mandibule? Alors, la sécurité sociale aimerait bien qu'on prescrive. Oui, c'était notre question avec les orthèses. On avait eu une présentation avec les ORL et ça explose, plus les relances de la Sécu. Ouais. Alors, c'est vrai qu'au niveau financier, faut faire des orthèses. La PPC, ça coûte cher. C'est 13 € la semaine, je crois, un truc comme ça. Sur un an, ça fait des sous. C'est 1 milliard de budget de la Sécu par an. Et la Cour des comptes a fait un rapport en disant que c'est cher. Faites des orthèses, et du coup il faudrait qu'on fasse plus d'orthèses. Pour nous, en pratique à l'hôpital, c'est compliqué en termes de logistique, d'une part parce qu'il faut 2 enregistrements.
pour un patient parce qu'il faut prouver que l'orthèse marche. Donc, c'est pas une polygraphie, c'est 2 polygraphies. Avec l'orthèse? Une sans orthèse Ah oui, une sans et une avec. une avec orthèse. Parce que l'orthèse ne marche pas chez tout le monde. L'orthèse, elle ne fonctionne pas chez tout le monde et c'est théoriquement un traitement des patients qui ont des apnées modérées, donc entre 15 et 30. À plus de 30, le problème c'est que ça divise par 2 le nombre d'apnées. Donc c'est pas un traitement parfait. La PPC, elle a tendance à être vraiment très impressionnante. Les chiffres, il y a des gens qui ont 100 apnées par heure et ils passent à 1. Enfin, c'est un truc miraculeux pour certains patients. L'orthèse, elle le ferait passer en moyenne de 100 à 50. Donc on le met que pour les apnées modérées, donc entre 15 et 30. Elle a une possibilité de ne pas fonctionner. Voilà. Mais en pratique, je suis d'accord qu'on devrait proposer un peu plus facilement. Après, nous, à l'hôpital, on a beaucoup d'apnées sévères, en réalité, ou d'apnées chez des patients qui ont des comorbidités cardiovasculaires. On n'est pas confronté à la même patientèle qu'en libéral. Et donc, quand on a fait un AVC qu'on a une apnée, on ne joue pas trop à savoir si le traitement va peut-être marcher. On met une PPC globalement parce qu'on a envie qu'il y en ait le moins possible. Même si c'est pas tout à fait sûr que ça limite les événements cardiovasculaires, c'est tellement grave que chez les gens qui ont déjà eu un événement, on a tendance à être un peu plus agressif entre guillemets en termes de traitement. Ouais, alors que nous, on a plutôt on a quand même une bonne part de jeunes actifs qui supporteraient peut-être pas la PPC, ce que ça implique. Ouais, mais très souvent, ceux-là, ils demandent leur thèse. Hein. Moi, j'en ai, mes jeunes, très souvent, je leur parle de la machine, je leur parle de leur thèse, parce que, en effet, ceux-là, ils ont souvent des niveaux d'apnée qui sont plus intermédiaires, qui peuvent s'aggraver en vieillissant. Et ceux-là, en fait, la plupart, ils en ont déjà entendu parler avant, en fait, en réalité. Ils sont plutôt, quand on leur parle des 2 alternatives, ils préfèrent envisager une gouttière peut-être moins efficace en montant. Ils ont le temps de voir si ça marche. Est-ce que c'est plus facile à supporter une orthèse? Ça dépend. La machine d'apnée du sommeil, il y en a quand même, il y en a une partie qui arrête parce qu'ils ne tolèrent pas. Quand c'est mis chez des gens, mais c'est souvent quand même des gens qui n'ont pas forcément de symptômes. Si on n'a pas de somnolence, qu'on dort bien, qu'on vient mettre une machine, très souvent, ça se passe pas hyper facilement. Alors il y a des gens qui sont très disciplinés, qui disent si vous voulez, je la mets. Mais qui sont pas forcément convaincus. Les gens qui sont très somnolents la journée, qui ont un sommeil qui est complètement haché, quand on leur met la machine, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus s'en passer. Donc vraiment un niveau d'effet qui est majeur, qui retrouve du sport, qui retrouve une qualité de vie qui est importante. C'est un traitement qui vraiment améliore beaucoup la qualité de vie des patients. C'est très satisfaisant. Mais le temps d'adaptation est souvent 2 ou 3 jours. Il y a des gens pour lesquels c'est plus long, il y a des fuites, il y a des problèmes. C'est pas, voilà. Très souvent, quand on en a, on va dire, vraiment besoin et qu'on est très symptomatique, en 2-3 jours, on est adapté. Mais je crois qu'il y a une question à laquelle j'ai pas répondu. C'était sur le fait est-ce que c'était plus facile à supporter? Et supporter, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, le problème de l'orthèse, c'est que peut y avoir des douleurs au niveau dentaire, parce que les avancées mandibulaires, tout le monde n'est pas capable de le supporter. Il y en a chez qui ça presque une lettre à la poste. Il y en a d'autres qui disent, mais j'ai l'impression de me faire arracher la mâchoire la nuit, je dors pas, c'est pas possible. L'avancée, elle est progressive, elle se fait millimètre par millimètre, avec soit des ORL, soit des dentistes qui connaissent le sujet. Voilà, mais c'est quand même une avancée de 9-12 mm. Enfin, c'est pas non plus tout le monde peut pas le supporter. Et le temps avant que le traitement soit efficace, pour que l'avancée est progressive, se compte en mois. C'est pas du temps long. Donc voilà, c'est partie des alternatives de traitement. Ça, de mémoire, il me semble que c'est
une demande d'entente préalable systématique, il n'y a pas eu de simplification de prescription et c'est tous les 3 ans. Voilà. Et moi, j'avais entendu que quand on mettait une orthèse, il fallait faire de la kiné avec. Mais il y a des kinés qui le font sous des franches. Alors moi je n'en ai jamais envoyé. Je sais que enfin j'ai une ordonnance type de ce genre, mais j'en ai jamais envoyé. J'ai une collègue un peu plus près de Lyon qui a trouvé un kiné, je crois, mais je pense que c'est pas très diffusé. C'est de la kiné orophyliofaciale là pour Ouais, qu'ils se c'est ça. portent mieux et que du coup normalement c'est censé pas remuscler, j'en sais rien. Et du coup, ça, ouais, alors peut-être que les ERL ont plus de réseaux. En fait, nous, le truc des orthèses, c'est que quand on les envoie, c'est l'ORL qui va beaucoup s'en occuper. Et nous, on a un peu moins le suivi de ces trucs-là. C'est eux qui font les avancées, les trucs. Et donc, du coup, on perd un peu plus la main aussi. C'est les patients qu'on a moins en visuel que les patients qui sont sous PPC. Qu'on revoit nous en fait beaucoup plus fréquemment que ce qu'un des orthèses. Il y avait pas aussi un effet positif sur l'évolution de la BPCO, sur les gens qui étaient appareillés? Du traitement de l'apnée, c'est-à-dire une amélioration de la BPCO? Ouais, c'était en fait un facteur protecteur aussi des aberrations de la BPCO. Voilà. Des exacerbations, des choses comme ça? Ouais. Alors, j'ai pas lu de me papier sur le sujet, mais c'est pas impossible. C'est sûr que, en tout cas, oui, ça améliore l'équilibre des asthmes. On peut penser que ça améliore aussi l'équilibre d'une BPCO qui est instable avec des événements cliniques réguliers. Ça paraît en tout cas assez logique sur le plan intellectuel de dire ça, ouais. Parce qu'il y a moins de désaturation nocturne, il y a moins de stress métabolique, il y a moins de pics de tension, moins de risque de décompression cardiaque, comme tout un tas d'effets, de micro-effets métaboliques systémiques bénéfiques, quoi. D'ailleurs, c'est quoi la différence technique, on va dire, entre une ventilation non invasive et le PPC? Ouais. La VNI, Je remets ce petit... ouais. La VNI, c'est un truc qui a été développé initialement pour la polio dans les insuffisances respiratoires dans les années 50. Initialement, c'était avec des soufflets. C'est comme ça qu'en fait est née la ventilation, y compris la PPC. Et c'est quelque chose qui se fait à 2 niveaux de pression. C'est-à-dire que ça vient souffler de l'air dans le malade, en plus de faire l'attelle pneumatique. Donc la turbine, elle souffle en permanence de l'air, et pendant l'inspiration, il y a de l'air qui arrive. Initialement, on mettait un volume. On disait que tu mets 300 millilitres. Il y avait un espace, c'était vraiment des soufflets qu'il y avait à l'intérieur des machines, et ils soufflaient 300 millilitres. Maintenant, on crée un volume en mettant une pression parce que ça souffle moins fort et c'est plus facile à tolérer. Et donc la VNI, c'est quelque chose qui sert à traiter les insuffisants respiratoires, comme les BPCO qui ont une maladie qui a évolué, qui sont au stade 4 de la maladie et qui ont un diaphragme qui bouge quasiment plus, et la nuit, en fait, tout ça s'aggrave. Donc, on vient apporter de l'air pour éliminer le gaz carbonique. Et en même temps, on peut traiter les apnées. On peut faire les deux. Monter une pression expiratoire pour avoir l'attelle pneumatique en permanence. S'il y a des apnées, il y a des patients qui n'en ont pas. Il y en a qui en ont. La machine, en fait, souvent nous indique si on met une pression minimale, il y a encore 15 apnées. Donc là, à ce moment-là, on monte la pression pour gérer les apnées en même temps qu'on crée la ventilation pour épurer le gaz carbonique. Je sais pas si je suis clair. En gros, ça pousse en inspiration en plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a une pression permanente. Permanent, plus ça pousse. Il y a de l'air qui est soufflé pour... Et les machines qui sont pas à pression continue, c'est dans quel cas? Les C'est-à-dire... PPC qui sont pas à pression continue, qui sont
Alors ouais, ça c'est Comment des, ça s'appelle c'est des trucs un peu complexes pour essayer de traiter de l'apnée centrale notamment, notamment ce qu'on appelle les auto-asservis, où il y a plusieurs niveaux de pression à l'intérieur de la machine. Euh, en réalité, c'est des choses qui sont pas très très bien établies en termes de niveau de preuve scientifique pour le traitement. Le problème de l'apnée centrale, c'est que c'est une maladie de la commande ventilatoire. Je vous en ai pas parlé là, mais dans l'apnée obstructive, c'est très simple à traiter parce qu'il y a une obstruction au niveau du cou, on met une pression, ça réouvre les voies aériennes et donc les choses reprennent leur cours. L'apnée centrale, c'est que dans le tronc cérébral, il y a un truc qui marche pas et qui fait que il se passe plus rien. Il n'y a pas de mouvement abdominal, il n'y a pas de mouvement thoracique, il n'y a pas de flux d'air. Mais le problème, il est neurologique, il n'est pas respiratoire. Donc on essaye de traiter un problème neurologique de façon ventilatoire. Donc on met des pressions pour essayer de relancer la ventilation, on crée du mouvement en fait. Donc, on met une espèce de VNI en plus de la PPC, c'est un peu ça dans l'idée schématisée, pour créer du mouvement. Donc on met de l'air, mais en réalité c'est très souvent le témoin de maladies cardiaques avancées ou de maladies neurologiques avancées, l'apnée centrale, pas toujours, mais c'est quand même le niveau commun, on va dire. Du coup, on va pas aller traiter une insuffisance cardiaque avancée avec un peu d'air. Enfin, on peut essayer, et il y a quelques patients pour lesquels ça va avoir un bénéfice. Moi, les tests que j'ai fait sur les dernières années chez mes patients, j'ai essayé de le mettre, mais j'ai jamais eu de bénéfice très probant. Mais là, c'est vraiment de la surspécialité de maladies du sommeil, auxquelles vous ne serez pas trop confronté normalement, je pense. Je pense que c'est souvent un mixte aussi. Eh ben, c'est majoritairement apnéique. Franchement, c'est un peu mixte. Moi, dans les comptes rendus de polygraphie que j'ai, la part qu'on déclare comme mixte, en fait, est très souvent obstructive et résolutive par la pression positive continue. C'est pas toujours facile à analyser. La part vraiment centrale pure, elle est exceptionnelle. Dans nos patientèles, on a très très peu de gens qui sont juste des centraux ou majoritairement des centraux aux problèmes principalement central, et c'est des patients pour lesquels on est très en difficulté avec des traitements qui sont pas très souvent efficaces et difficiles. Enfin, les gens rapportent peu de bénéfices cliniques dans ces situations-là en général. Enfin, moi, de mon expérience en tout cas.